commencer, il est bien 20h02. Non, 20h02. Il faudra la faire mettre à l'heure, Madame Winter. À ce qu'on ait l'heure. D'ailleurs, s'ils peuvent faire le tour du cul, c'est pas mal. Parce que je me suis aperçu qu'il y a d'autres endroits où l'heure n'est pas. Donc, nous avons le quorum. Donc, j'ouvre la séance. Jean-Pierre. Tu peux y aller. Merci. Donc, j'ouvre la séance puisque nous avons le quorum. Vous allez avoir le document à remplir pour l'appel de présence. Jennifer va le faire circuler. Je rappelle en même temps que nous avons, avant de parler la désignation d'un secrétaire de séance. Donc je propose que le secrétaire de séance dans l'ordre du tableau, puisqu'on tourne, soit Anthony Spégal. Si vous en êtes d'accord, pas de problème, donc c'est adopté, merci. En ce qui concerne pour ce soir, nous avons des pouvoirs. Donc je vous demande d'en prendre note. Donc il y a des vacanciers qui ne sont pas là. Monsieur Thierry Giraud a donné pouvoir à Nelly Denonin. Monsieur Moutawadia a donné pouvoir à Patrice Mahin. Et Madame Boudissa a donné pouvoir à Monsieur Leroux. Donc l'ordre du jour. Alors d'abord, avant d'aborder l'ordre du jour, je vous propose d'approuver le procès-verbal de la séance du 28 septembre 2016. Vous avez eu les éléments, vous avez été corrigés. Y a-t-il certains qui veulent encore prendre la parole sur ce procès-verbal? S'il n'y a pas d'éléments complémentaires, je vous propose de l'approuver. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc c'est approuvé avec l'unanimité. Alors, si vous avez un pouvoir, vous n'oubliez pas que si vous ne votez pas dans le même sens que vous, de me le signaler. Voilà. En ce qui concerne le premier point à l'ordre du jour, c'est un point concernant le plan local d'urbanisme. Comme vous le savez, dans le cadre du cheminement normal, il a été demandé par le contrôle de légalité de corriger des éléments qui avaient été oubliés dans le cadre du toilettage du document d'urbanisme, d'intégrer des éléments complémentaires en lieu et place de ce qui avait été écrit sur certains passages. Donc je vous propose évidemment de formaliser cette demande du contrôle de légalité. Et dans ce cadre-là, je vous propose dans l'immédiat de retirer notre délibération du 12 juillet 2016 qui nous avait vu approuver le plan local d'urbanisme. Il s'agit de la délibération 2016-84. Je vous donne lecture. Retrait donc de cette délibération numéro 2016-66 portant approbation du PLU. Donc, vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L151.1 et suivants et R53.8 et suivants, vu le code de l'environnement et notamment ses articles L123.1 et suivants et R123.2, vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 2131.1 et suivants, vu la délibération du conseil municipal en date du 26 juin 2014 prescrivant l'élaboration du PLU et définissant les modalités de la concertation, vu le débat sur les orientations du PLU organisé au sein du conseil municipal du 11 juillet 2014, vu la délibération du conseil municipal en date du 22 mai 2015 tirant le bilan de la concertation,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 22 mai 2015, arrêtant le projet de plan local d'urbanisme. Vu la décision numéro 77 004 2015 de la DRIE, dispensant de la réalisation d'une évaluation environnementale en application de l'article R104-28, ancien R121-14-1 du Code de l'urbanisme, vu la décision du tribunal administratif de Melun, nommant M. Charliac en tant que commissaire enquêteur, vu l'arrêté numéro 63P 2015 portant organisation de l'enquête publique relative au PLU du 26 octobre 2015 au 28 novembre 2015, vu l'arrêté numéro T37 2015 du 28 novembre 2015 suspendant l'enquête publique avant sa clôture en application de l'article L123-14 du Code de l'environnement, vu la délibération du 4 décembre 2015 approuvant les modifications substantielles du PLU pour tenir compte notamment des observations émises pendant l'enquête publique, vu le courrier du 15 mars 2016 de la DRIE confirmant sa décision du 4 mai 2015 dispensant de la réalisation d'une évaluation environnementale, vu l'arrêté T16 2016 du 6 avril 2016 prescrivant la reprise de l'enquête publique du 28 avril au 28 mai 2016, vu les avis des personnes associées et consultées, vu le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur émettant un avis favorable assorti de 6 réserves, vu les modifications qui ont été apportées afin de tenir compte des observations qui ont été émises après la reprise de l'enquête publique, vu la délibération du conseil municipal 2016-66 du 12 juillet 2016 portant approbation du PLU, vu le courrier de la préfecture de Seine-et-Marne du 16 septembre 2016 exerçant son contrôle de légalité sur le PLU approuvé le 12 juillet précédent, vu la note de synthèse annexée à la présente délibération présentant les modifications apportées au PLU à la suite des remarques formulées par l'État au terme de son courrier précité du 16 septembre 2016, considérant que les corrections des erreurs matérielles et des demandes de précision formulées par l'État n'aboutissent pas à remettre en cause l'économie générale du PLU et n'affectent en rien le projet d'aménagement et de développement durable, considérant qu'il y a lieu de retirer la délibération numéro 2016-66 du 12 juillet 2016 pour délibérer à nouveau sur le PLU rectifié afin de tenir compte des remarques du contrôle de légalité. Le conseil municipal, après en avoir donc, ce soir délibéré, ce que vous est proposé, article 1, décide de retirer la délibération numéro 2016-66 du 12 juillet 2016 portant approbation du PLU afin de délibérer sur le PLU rectifié afin de tenir compte des observations formulées par la préfecture dans son courrier du 16 septembre 2016. Article 2 dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois. Mention de cet affichage sera insérée en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département. Article 3 dit que la présente délibération sera exécutoire après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues et transmission au préfet au titre du contrôle de légalité. Article 5, la présente délibération pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci, c'est adopté à l'unanimité. Donc le plan 2016-85 qui vous est proposé propose d'adopter à nouveau le plan local d'urbanisme, évidemment avec les corrections apportées au regard du contrôle de légalité. Donc je vous fais lecture de cette délibération. Avant toute chose, je bois SE de l'eau. Point 2016-85. Délibération, cette fois-ci, portant approbation du plan local d'urbanisme. Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L151.1 et suivants, et R153.8 et suivants, vu le code de l'environnement, et notamment ses articles 123.1
L et suivants, et R 123-22, vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2131-1 et suivants. Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 juin 2014, prescrivant l'élaboration du PLU définissant les modalités de concertation, vu le débat sur les orientations du PLU organisé au sein du conseil municipal le 20 juillet 2014, vu la délibération du conseil municipal en date du 22 mai 2015 tirant le bilan de la concertation, vu la délibération du conseil municipal en date du 22 mai 2015 arrêtant le projet de PLU, vu la décision numéro 77-004-2015 de la DRIEE dispensant de la réalisation d'une évaluation environnementale en application de l'article R 104-28, ancien R 121-14-1 du Code de l'urbanisme, vu la décision du tribunal administratif de Melun nommant M. Charliac en tant que commissaire enquêteur, vu l'arrêté numéro 63P 2015 portant organisation de l'enquête publique relative au PLU du 26 octobre 2015 au 28 novembre 2015, vu l'arrêté numéro T 37-2015 du 28 novembre 2015 suspendant l'enquête publique avant sa clôture en application de l'article L 123-14 du Code de l'environnement, vu la délibération du 4 décembre 2015 approuvant les modifications substantielles apportées au PLU, pour tenir compte notamment des observations émises pendant l'enquête publique. Vu la note de synthèse relative à la décision de suspension de l'enquête publique, jointe au dossier de reprise de l'enquête publique, expliquant les modalités apportées au PLU, qui sont reprises dans l'annexe 1, jointe à la présente délibération. Qu'est-ce qu'il me raconte? La modalité, c'est modification. Ah, excuse-moi, les modifications apportées au PLU. Vu le courrier du 15 mars 2016 de la DRIEE, confirmant sa décision du 4 mai 2015, dispensant de la réalisation d'une évaluation environnementale, vu l'arrêté numéro T 16-2016 du 6 avril 2016, prescrivant la reprise de l'enquête publique du 28 avril au 28 mai 2016, vu les avis des personnes associées et consultées, vu le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur, émettant un avis favorable assorti de 6 réserves, vu les modifications qui ont été apportées afin de tenir compte des observations qui ont été émises après la reprise de l'enquête publique et qui sont décrites dans l'annexe 1 précitée, vu les 6 réserves qui assortissent l'avis favorable du commissaire enquêteur. Je rappelle, premièrement, un consensus doit s'établir sur la consommation de l'espace agricole entre la commune, la Chambre d'agriculture et la CDPNAF avant toute décision d'ouverture à l'urbanisation des nouvelles zones prévues au PLU. Deuxièmement, l'étude socio-économique dans le rapport de présentation doit être étudiée de façon concrète et pragmatique par rapport à la réalité démographique actuellement connue de la commune de Compan en comparaison avec des communes limitrophes de même capacité. Troisièmement, doivent être réalisées la reprise complète et la mise en cohérence avec les autres documents du PLU, du règlement de la zone, dans tous ces articles et l'inclusion des articles des codes correspondant à toutes les contraintes supportées par la commune de Compan, PED, PGS, PPA, PPRT, PPRN, etc. Quatrièmement, la mousse, si elle s'avère nécessaire, doit être réduite à la juste nécessité d'échange des parcelles actuellement occupées par les gens du voyage dans des zones sensibles et naturelles et doit être réorientée de façon à ne gêner en aucun cas les travaux agricoles entraînant la suppression de l'ER12 devenu inutile. Cinquièmement, le R9, chemin agricole, doit être abandonné, de même que le R12, contournement de la station d'épuration, et de l'ER3 Merlon au profit de l'aménagement du chemin de la Fontaine et du chemin des Vaches jusque sur la commune de Brécy. Sixième, les prescriptions des articles L112.3 à L112.15 et ces articles R112.11 à R112.17 du Code de l'urbanisme et plus particulièrement l'article L112D 10 dans sa totalité concernant les nuisances sonores doivent être appliqués dans le règlement des zones 1UX1, 1AUX2 et 1AUH1. Vu que les réserves 2
Contexte d'évolution depuis 1975 de la démographie surplombant 3 et 6 ont été prises en compte, vu que la réserve 1 doit être analysée comme ayant été levée dès lors que, d'une part, la CDPENAF a émis un avis favorable, et d'autre part que la commune s'est engagée en toute ouverture à l'urbanisation de la zone AAX2 à l'établissement d'un schéma des circulations agricoles à établir en concertation avec la Chambre d'agriculture et les représentants des professionnels concernés, avis de la CDPENAF en date du 23 octobre 2015. Vu concernant la réserve 4, que la superficie de la mousse a été réduite au strict nécessaire, conformément à la demande des PPA et de la CDPENAF, cette superficie est nécessaire pour réaliser un quartier intégré au développement et à destination des familles sédentarisées sur la commune depuis 4 décennies. L'emplacement et l'orientation ont été choisis compte tenu notamment de la nécessité de conserver une continuité écologique entre les espaces naturels et sensibles, courrier du Conseil général en date du 3 décembre 2014. Vu concernant la réserve numéro 5, que l'on peut donner une suite favorable à la suppression de l'ER3, Merlon, et de l'ER12, la voie de désenclavement de la Mousse, pour en effet être réalisée sur la parcelle appartenant à la commune, que l'on peut supprimer le R9, qui concerne sur une partie un projet du conseil départemental. Ces travaux ont d'ailleurs débuté depuis début juillet 2016. Vu que la réserve numéro 4 a été levée partiellement, compte tenu de la nécessité de maintenir un corridor écologique conforme à la demande du conseil départemental. Vu la délibération du conseil municipal numéro 2016-66 du 12 juillet 2016 portant approbation du PLU, vu le courrier de la préfecture de Seine-et-Marne du 16 septembre 2016 exerçant son contrôle de légalité sur le plan local d'urbanisme approuvé le 12 juillet précédent, vu la note de synthèse jointe en annexe 2 à la présente délibération reprenant les modifications apportées au plan local d'urbanisme à la suite des remarques de l'État au terme de son courrier précité du 16 septembre 2016. Vu la délibération de ce jour, le 3 novembre 2016, 2016-85, portant retraite de la délibération numéro 2016-66 du 12 juillet 2016, portant application du plan local d'urbanisme, approbation du PLU, application, approbation du PLU. Considérant que les corrections des erreurs matérielles et demandes de précision formulées par le préfet n'aboutissent pas à remettre en cause l'économie générale du PLU et n'affectent en rien le projet d'aménagement et de développement durable, considérant qu'il convient de prendre en compte les observations ainsi formulées par M. le préfet, considérant qu'à la suite du retrait de la délibération 2016-66 du 12 juillet 2016, il y a lieu de délibérer sur le plan local d'urbanisme rectifié afin de tenir compte des remarques du contrôle de légalité. Considérant que les conseillers municipaux ont eu accès à l'entier dossier du PLU avant et pendant la réunion et ont été régulièrement convoqués le 27 octobre 2016. Considérant que le projet de plan local d'urbanisme, tel qu'il est présenté au conseil municipal, est prêt à être approuvé conformément aux articles L153-21 et L153-26 du Code de l'urbanisme. Après avoir entendu l'exposé du maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, article 1 décide d'approuver le PLU, c'est ce qui vous est soumis ce soir au conseil, tel qu'il est annexé à la présente délibération. Article 2 dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie pendant 1 mois. Mention de cet affichage sera insérée en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département. Chacune de ces formalités de publicité mentionnera le lieu où le dossier pourra être consulté.
Article 3 dit que la présente délibération sera exécutoire après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues ci-dessus et dans les conditions prévues par les articles L 153-24 et L 153-25 du Code de l'urbanisme, et notamment dans le délai d'un mois suivant la réception par le préfet de la présente délibération accompagnée de l'ensemble du dossier. Article 4 dit que le plan local d'urbanisme sera tenu à la disposition du public à la mairie de Concan au jour et aux heures habituelles d'ouverture. Article 5 autorise Monsieur le maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en application du plan local d'urbanisme. Article 6, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. Voilà ce que je me devais de vous proposer. Je vais vous lire les annexes. C'est un peu loin, un peu long, mais je vais vous en donner connaissance. Voilà. Annexe 1. Modification substantielle apportée au PLU pour tenir compte des observations émises pendant l'enquête publique, je vous le rappelle, justifiant sa suspension, ainsi que cela a été indiqué dans la note explicative jointe au dossier de reprise. Les changements apportés au projet d'aménagement et de développement durable, la rectification des erreurs matérielles, la confirmation de l'objectif poursuivi, croissance de 3,2% par an entre 2015 et 2030, avec une taille moyenne constante sur les 10 ans des ménages companais à 2,8. La projection est désormais basée sur une légère diminution de la taille des ménages pour s'approcher de la dynamique cantonale tout en restant légèrement au-dessus. Il s'agit donc d'un projet urbain pour les 15 ans à venir qui se base sur une augmentation de 400 à 420 habitants environ, 150 à 165 logements supplémentaires sur une emprise de 9,7 hectares complétés de densification modérée du centre-bourg. Les 9,7 se répartissent sur l'AUH1, 2,3 hectares, et un UH2, 7,4 hectares. L'urbanisation du centre-bourg pourra également être légèrement modifiée dans le respect de la réglementation applicable. Il pourra ainsi s'agir d'opérations de renouvellement urbain, entraînant par exemple la démolition de logements et leur reconstruction et de petites opérations sur les d'entre eux. Les changements apportés au rapport de présentation, la rectification des erreurs matérielles, une meilleure justification complétée au regard du schéma départemental de la région Île-de-France, des capacités d'accueil de populations nouvelles, au regard d'une commune bénéficiant de son cœur de bourg, d'une gare, selon les exigences de l'État, de la Chambre de commerce et d'industrie et du Conseil départemental. Des justifications complétées au regard du schéma régional de cohérence écologique et de la trame verte et bleue, ainsi que des zones humides. Des compléments d'informations et de données dans les zones humides existantes et des justifications de leur prise en compte. Les justifications complétées sur le pastillage intercommunal, Compan Mitrimori, Compan bénéficie de 50% des 50 hectares autorisés, soit 25 hectares. Le recalage des données, selon la demande de l'État, sur les surfaces urbanisées prises en compte du mode d'occupation du sol, dans le calcul des augmentations de densité du bâti de la densité humaine, respecter notamment le schéma départemental de la région Île-de-France, le SDAI. Les justifications complétées sur les continuités agricoles et forestières par rapport au schéma départemental d'aménagement et de la gestion des eaux du SDAGE pour la dérogation au recul de l'entrée de ville des 212. L'adaptation des justifications au changement de zonage opéré dans le PLU modifié à la suite de la suspension de l'enquête publique. Le rajout de compléments aux annexes à la demande du Conseil départemental de Seine-et-Marne Environnement, notamment la carte PDIPR, le plan départemental des itinéraires de petites randonnées, la carte des ENS, espaces naturels et sensibles, les extraits études pour arrêt de biotopes, l'extrait risque technologique Société Univard, les plans des réseaux joints au dossier d'EPE. L'intégration de compléments cartographiques dans le rapport de présentation, plan de circulation des engins agricoles, à la demande du Conseil départemental, le plan des polarités économiques à la demande de la Chambre de commerce et de l'industrie, le plan de la trame verte et bleue à la demande de l'État.
Les changements apportés au plan de zonage portent sur le changement de cadastre disponible au janvier 2016. Le passage de la zone agricole A0 inconstructible le long de la RD9 en entrée centre-bourg en zone agricole A, avec une bande de recul pour toute construction. La règle a été insérée dans le règlement, demande de la commission départementale, de la CDPNAF et de la Chambre d'agriculture et des agriculteurs. La diminution de la zone NH1, mousse, de 0,8 hectares, demande de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de l'État. La diminution de la zone N de 0,8 hectares au sud de la commune, lieu-dit du Grand Marais, pour le projet de liaison Roissimo, demande du conseil départemental. Le passage de la zone naturelle N en zone agricole inconstructible à 0, en lieu-dit le Préron, demande de la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers, de la Chambre de l'agriculture et des agriculteurs. Le passage d'une zone naturelle, NN, loisir, en zone naturelle, NZ, zone humide, demande de Seine-et-Marne Environnement et du conseil départemental. Augmentation du nombre d'étoiles pour le changement de destination des bâtiments agricoles, demande exprimée par la Chambre d'agriculture et les agriculteurs de Canton. La création de secteurs NZ sur les zones humides à Angers, le long de la Biberonne, anciennement classée N, zone naturelle, demande de la Seine-et-Marne Environnement et du conseil départemental. La création des périmètres des zones humides à préserver à l'intérieur de la zone naturelle N et de la zone agricole A sur les lieux identifiés par les diagnostics de terrain réalisés par Seine-et-Marne Environnement comme milieu humide boisé ou non boisé, demande de Seine-et-Marne Environnement et du conseil départemental. L'intégration en zone urbaine de 2 parcelles classées agricoles, collées à la zone urbaine, venant épaissir le centre-bourg et pouvant être desservies à partir de l'accès au logement de l'église, à la demande d'un agriculteur de la commune. La modification des boisés classés, EBC, Grand Marais dans le cadre du projet routier de la D212, demande du conseil départemental, suppression EBC sur la parcelle numéro 282 Moulin d'Ouacre, demande de l'État, création d'un EBC sur les parcelles 251, 252, 253 Moulin d'Ouacre, demande de l'État, création d'un EBC sur la parcelle 224 Grand Marais, demande de l'État, modification de l'EBC sur les parcelles 218, 219 au Grand Marais, demande du conseil départemental et de Seine-et-Marne Environnement 77. Modification de l'EBC sur les parcelles 348 du château, l'intérieur du château, demande du conseil départemental et de Seine-et-Marne Environnement. La modification de certains emplacements réservés. Modification de l'ER2 suite à l'abandon de l'ER10 demandé effectué par la SNCF, à laquelle nous avons répondu bien sûr favorablement. Modification pour diminution de l'ER3 du Merlon, demande du conseil départemental et des agriculteurs de Campan. Modification du tracé de l'ER5 pour ne pas couper la propriété en deux, avec raccord à l'accès de la cueillette, demande du conseil départemental et de l'exploitant agricole. Modification de l'ER8, la mousse, pour adaptation aux besoins réels de maîtrise foncière de la commune. Modification de l'ER9 pour le passage des engins agricoles et voies de secours pour le PPI généré par l'entreprise Gaz des Chines classée Céveso seuil haut, plan de prévention des risques technologiques. Modification de l'ER11 à destination du conseil départemental pour le projet de liaison Roissimo. Modification de l'ER12 pour le désenclavement de la mousse suite à la réduction de sa surface. Les changements apportés aux opérations d'aménagement et de programmation. Les modifications portent sur des précisions renforçant la compréhension des règles à la demande des personnes publiques associées. Reprise des schémas dans leur présentation, légendes, textes et périmètres. Complément précisant la desserte de transport collectif pour les 2 zones d'activité, 1UX1 et 1UX2. Demande d'études de circulation pour la zone 1UX2. Précision de la plateforme aéroportuaire sur 1UX1. Complément précisant le raccordement du maillage piétonnier
au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée pour la zone 1 AUH2. Mise en cohérence entre règlement et les orientations d'aménagement et de programmation. Les changements apportés sur le règlement, les modifications ont porté sur des précisions de règles, des compléments d'informations sur les risques, les contraintes, les nuisances impactant chaque zone. Modifications par rapport aux accès sur la D212 aux zones 1UX1 et 1UX2. Cette demande émanait du conseil départemental. Modification en ajout dans la zone naturelle N d'un secteur NZ, avec réglementation selon la demande de Seine-et-Marne Environnement. Ajout d'un recul de 150 mètres par rapport à la D9 en entrée de ville ouest pour la zone A. Rajout d'une annexe portant sur la liste interdite des plantes invasives. Complément de l'annexe lexique demande d'aéroport de Paris. Suppression des mauvaises références au code de l'urbanisme. Complément apporté au règlement pour une obligation de gestion alternative des eaux pluviales et une obligation de convention pour les eaux résiduaires industrielles vers la station d'épuration à la demande des personnes publiques associées. Les zones à urbaniser. Précision à apporter, aucun accès à partir de la D212 ne sera autorisé. Les accès devront se faire à partir de la RD9 pour la zone 1UX1 et à partir de la voie pour la station-service et ou de la zone UX existante et moyenne pour la zone 1UX2. Les risques technologiques. Le plan de prévention des risques technologiques approuvé est intégré au dossier du PLU. Le rapport de présentation a été mis à jour dans ce sens. Modification à apporter au PLU pour tenir compte des observations émises après la reprise de l'enquête publique. Les changements apportés au PADD et au rapport de présentation. Les changements, la communauté de communes plein de France est remplacée par la communauté d'agglomération Roissy Pays de France dans l'ensemble des documents. Les changements apportés au plan de zonage. Correction matérielle sur le périmètre de la Bousse en incluant une partie de la parcelle appartenant à la commune, zone 1 NH1 comme initialement. Les changements apportés au règlement. Correction apportée à l'article 12 concernant les règles de stationnement des vélos dans les zones 1UX1 et 1UX2 ADP. Correction apportée à l'article 13 concernant les espaces verts dans les zones 1UX et une mise en cohérence avec le rapport de présentation a été effectuée pour ADP. Correction apportée sur la desserte de la zone 1AUX2. C'était l'annexe numéro 1. Concernant l'annexe numéro 2, à la délibération du 3 novembre 2016, portant approbation aujourd'hui du PLU, modifications apportées au dossier suite au contrôle de légalité. Les modifications suivantes ont été apportées à certains documents du dossier de PLU afin de tenir compte du courrier du 16 septembre 2016 de la préfecture de Seine-et-Marne, adressé à la commune au titre du contrôle de légalité, opéré sur la décision numéro 2016-66 du 12 juillet 2016 portant approbation du PLU. Les observations formulées par la préfecture avaient déjà été faites par l'État en tant que PPA, personne publique associée, dans son courrier du 11 septembre 2015. À la suite d'une erreur matérielle, ces dernières n'avaient ensuite pas été prises en compte dans les documents soumis au précédent conseil municipal du 12 juillet 2016. Les modifications apportées sont donc les suivantes. Modification du règlement du plan local d'urbanisme. Suppression dans toutes les zones du PLU, à l'article 1, des activités ne correspondant pas à une des 9 catégories définies au Code de l'urbanisme, soit, premièrement, les dépôts de matériel ou de déchets de toute nature, deuxièmement, l'installation en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, de caravanes lorsque la durée de cette installation est supérieure à 3 mois par an, la création d'un terrain de camping,
la création d'un parc résidentiel de loisirs ou d'un village vacances, classé en hébergement léger, l'aménagement d'un terrain pour la pratique de sports motorisés ou loisirs motorisés, l'aménagement d'un parc d'attractions, les dépôts de véhicules et des garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, les affouillements et exhaussements du sol, les aires d'accueil des gens du voyage. Suppression dans l'annexe 1 et dans l'article 12 de la zone 1UX portant sur les règles de stationnement du terme restauration n'appartenant pas à une des 9 catégories du Code de l'urbanisme. Cette activité étant classée sans distinction, soit en commerce, soit en hôtellerie. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'hôtellerie avec un restaurant, mais on ne parlera pas du restaurant. On fera une hôtellerie et un hôtel. Et le commerce, c'est pareil. C'est un commerce de bouche, mais on parle de commerce. C'est un peu ce qui a été corrigé dans les dernières années sur le règlement d'urbanisme en général. Complément apporté aux règles des zones N et A. Article 6 des zones N et A pour porter la bande d'inconstructibilité par rapport à la D212 à 75 mètres au lieu de 30 mètres. Ça, on l'a du côté de l'entrée de la route de 60. Article 6 de l'échangeur. Article 6 et 7 des zones N et A ont été complétés pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, qu'on appelle SINASPIC, pour définir les conditions du recul ou de l'alignement. Il s'agit tout simplement d'intégrer ce que le nouveau code impose dans le règlement. Deuxièmement, modification du rapport de présentation du PLU. Reprise des calculs justifiant les demandes du SDRIF pour les établir à partir des données socio-économiques de 2013. Date d'approbation du SDRIF et non ceux connus en 2016. Donc en fait, il fallait absolument reprendre les éléments du dernier chiffre INSEE qui ont été formalisés, même si depuis, chaque année, l'INSEE nous envoie les éléments nouveaux concernant le comptage de la population résidente à comprendre. Tableau des calculs de densité repris pour une densité humaine de 15% pour l'ensemble de la commune, objectif minimum du SDRIF, justification spatiale des zones d'extension d'activité et habitat complété par rapport à cet objectif. Troisièmement, modification du plan de zonage du PLU, c'est la matérialisation de la limite entre la zone UX et le secteur UX1. Il s'agissait de mettre un trait pour bien délimiter les deux bandes, les deux parcellisations qui sont différentes. Donc on a intégré cette délimitation. Quatrièmement, complément au plan des servitudes d'utilité publique. Il a fallu rajouter la servitude téléphonique nommée PT3 traversant le bourg et longeant la D212 vers le sud. C'est une ligne qui est enfouie et sur laquelle effectivement il y avait eu un oubli concernant le réseau qui doit être signalé. L'erreur a été réparée. Cinquièmement, c'est le complément au tableau des servitudes d'utilité publique. C'est un rajout au tableau de la servitude AS1 concernant le captage de Juilly à Mitry-Mory, dont le périmètre déborde très légèrement au nord de Compan. C'est la zone N, secteur des Bretelles, d'accès à la Nationale 2. Donc là, on est vraiment tout à la confin du village, enfin des limites de ville, et il s'agit d'un tout petit point qui apparaît au fond où il y a la zone de captage de Juilly, et il faut qu'elle apparaisse légèrement sur notre document, ce qu'on a donc intégré. Voilà, je crois vous avoir tout donné, et vous aviez eu déjà plusieurs réunions sur ce sujet. Il vous est donc demandé ce soir d'approuver le plan local d'urbanisme afin de pouvoir renvoyer les éléments au contrôle de légalité, bien évidemment, et de pouvoir lancer notre communication officielle comme la délibération fait mention.
Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Donc je vous remercie. Le plan local d'urbanisme est enfin approuvé à Campan. Voilà. Le dernier, pour la petite histoire, donc, le dernier conseil municipal avant nous, c'est-à-dire avant 2008, a abandonné d'élaborer son PLU devant tous les problèmes rencontrés, ce qui m'a fait dire à mon prédécesseur qu'il était très compliqué d'approuver un PLU à Campan. Je veux bien le croire, il s'y est cassé les dents. Voilà. Point numéro 3. Alors, je vous rappelle aussi la raison pour laquelle il fallait absolument adopter ce PLU maintenant. Je vous rappelle que pour l'instant, la commune garde la main sur l'élaboration de son plan local d'urbanisme, qui n'a pas été transféré, mais qu'il appartient aux communes de la communauté d'agglomération et à la communauté d'agglomération de préciser l'avenir dans ce domaine, puisque la loi est claire dans ce domaine. À partir de 2017, notamment je crois que c'est mars ou février, les plans locaux reviendront de la compétence des communautés dès lors que les communes et que la communauté d'agglomération a adopté cette compétence dans ce sens et que les communes ont délibéré évidemment. Mais j'ai une bonne nouvelle. La dernière réunion, et j'ai posé la question d'ailleurs, c'est moi-même qui l'ai posée au dernier conseil communautaire, la communauté d'agglo n'a pas l'intention de reprendre en main, dans le cadre de sa compétence, les plans locaux d'urbanisme des 42 communes. Dans ce cadre, une délibération sera transmise pour un prochain conseil de novembre, qui nous amènera à délibérer pour conserver les plans locaux d'urbanisme auprès des communes. Et la communauté d'agglomération délibérera ensuite, après les 42 communes, pour décliner cette compétence. C'est une des raisons pour lesquelles la communauté d'agglo et les communes associées travaillent ensemble auprès notamment de l'association des élus du Grand Roissy, dont je vous rappelle, je suis trésorier de l'association et membre du bureau, travaille à l'élaboration d'un futur SCOT intercommunal qui intégrera l'ensemble des plans locaux d'urbanisme adoptés par les communes. Voilà. Ce qui n'empêche que la communauté d'agglomération pourra venir en aide auprès des communes qui sont, pour des raisons diverses, on a des petits villages, des tas de choses, pourront venir en aide pour aider les communes à réaliser leur plan locaux d'urbanisme. Voilà. Je vous propose donc cette question sera inscrite au prochain conseil municipal. Question numéro 3. Il s'agit donc du point approuvant les statuts de la communauté d'agglomération de Roissy Pays de France. On a du copieux ce soir, hein. C'est important. Je vous rappelle que la commune est en train la communauté d'agglomération est en train d'élaborer ses statuts de manière à pouvoir ensuite travailler sur les compétences qu'elle entend exercer en 2017. Je vous rappelle que les compétences qui étaient transférées à la communauté de communes Plaine et Mont-de-France ont été poursuivies à travers une convention avec la communauté d'agglomération, Roissy-France, jusqu'à la fin de l'année, 31 décembre 2016. Donc, aujourd'hui, nous avons continué à fonctionner avec l'ensemble des compétences qui avaient été déléguées, de la même manière qu'auparavant. La convention entre les deux communautés permettant de régler évidemment les questions financières, puisque derrière il y a des échanges et des questions financières qui sont posées.
À partir de 2017, il appartient à la communauté d'agglo de récupérer les compétences qui sont encore gérées pour le compte de la communauté d'agglo par la communauté de communes pleinement. Les statuts qui ont été adoptés par la communauté d'agglo, qui sont proposés par la communauté d'agglo et qui doivent être adoptés par les 42 communes, intègrent ces éléments-là, puisqu'il y aura un certain nombre de compétences, compétences facultatives, qui notamment seront reprises par la communauté d'agglo pour le compte des 17 communes, je crois que c'est le chiffre, des 17 communes seine-et-marnaises qui sont aujourd'hui au sein de la communauté d'agglo. C'est clair ce que je dis? J'espère. Sinon vous le dites. Et donc, ces propositions statutaires intègrent ces questions-là et en même temps, évidemment, intègrent les compétences obligatoires de la communauté d'agglomération et les compétences que, là encore, elles entendent mener à travers la compétence facultative pour différentes compétences qui étaient jusqu'alors exercées soit par la communauté de communes Val-de-France, soit la communauté de communes Roissy, de Roissy. Ces deux communautés de communes ou d'agglo, je ne sais plus, avaient des compétences, y compris qu'elles étaient données. La fusion des deux entraîne à travers ces statuts que les compétences qu'elles s'étaient données soient préservées et deviennent pour certaines des compétences facultatives, car il appartiendra aux 17 communes de Seine-et-Marne de choisir d'y rentrer ou pas. Est-ce que c'est clair? Voilà. Vous voyez qu'on est encore très loin de la fin de l'organisation de la communauté d'agglomération, puisqu'il va y avoir ensuite, une fois les statuts adoptés, il y aura une commission qui va travailler, qui est la CLET, la commission qui travaille sur notamment les enjeux financiers des compétences déléguées, et qui devra rendre ses travaux pour que la communauté d'agglo et les communes puissent délibérer d'ici, on espère, le mois de juin 2017. Vous voyez qu'on est encore loin de la coupe aux lèvres. Mais c'est une des problématiques qui avaient été posées à travers l'histoire de la création de cette communauté d'agglo qui a été donc voulue par l'État au plus haut niveau, sans les assentiments des uns et des autres, forcément. Voilà. Donc aujourd'hui, on se met en ordre de marche, mais c'est un peu plus long que d'autres communautés, mais la loi le prévoit. Donc on n'est pas hors la loi, rassurez-vous. Voilà, d'autant plus qu'on sait aussi que certaines dispositions de la loi NOTRe seront certainement revues et corrigées en 2010. La loi MATAM. Donc, je vous propose de vous donner lecture des statuts qui nous sont proposés et que moi, je vous propose d'adopter à l'issue. Et je dis, la question concernant la mousse, puisque j'avais demandé, c'est l'objet d'une de mes interventions, que les mousses soient intégrées dans les compétences facultatives, elles le seront, pour la partie notamment de logement social, du logement social, parce que la mousse c'est du logement social à sédentarisation. Ce n'est pas une aire d'accueil des gens du voyage, je vous le rappelle, on n'est pas dans le même cas. Les aires d'accueil des gens du voyage sont déjà des compétences obligatoires. Voilà. Donc, il est demandé. Alors, donc, d'abord, la communauté d'agglo a adopté ses statuts le 13 octobre 2016. Il est donc demandé aux communes membres de l'agglo de se prononcer sur les 10 statuts, conformément à l'article L 5211.5 du Code général des collectivités territoriales. Vu le Conseil, vu le Code général des collectivités territoriales. Alors, je vais peut-être quand même vous donner une lecture des statuts avant de vous proposer de délibérer. Non ? Donc,
Je vais essayer d'aller très vite en travers, parce qu'il y a des choses, je ne vais pas tout vous lire, mais vous avez eu, je vous le rappelle simplement, que vu l'article L5211.5.1 du Code des collectivités territoriales, vu l'arrêté interpréfectoral A15 579 SRCT du 9 novembre 2015, portant fusion des communautés d'agglo, Roissy, Porte-de-France et Val-de-France, et extension de périmètre à 17 communes de la communauté Plaine et Mont-de-France au 1er janvier 2016. Donc la dénomination et la composition, le siège, la durée et l'objet, en application de l'article L5216.1, il est formé d'une communauté d'agglo qui s'appellera Communauté d'agglomération Roissy Pays de France. L'article 2, commune adhérente, et je ne vous rappelle pas les 42 communes, vous pouvez les lire, et il y a dehors commune. Le siège de la communauté d'agglo est bien fixé au 6 bis avenue Charles de Gaulle, à Roissy en France, 95 700. Entre nous, c'est la ligne de partage entre Val-de-France et la Seine-et-Marne. C'est ce qui permet d'être... Et en plus, ce sont des locaux qui étaient les locaux de la communauté d'agglo de Roissy en France, et ils sont quand même très appréciables pour pouvoir travailler. Ensuite, la durée de la communauté d'agglo, elle est illimitée. L'adhésion de l'extension périmètre de la communauté, c'est une commune peut adhérer à la communauté d'agglo dans le cadre des procédures d'extension de périmètre. C'est la loi. L'objet de la communauté, elle exerce en lieu et place des communes membres au sein d'un espace de solidarité les compétences suivantes. 1. En matière de développement économique. Je parle des compétences là qui sont obligatoires. Donc c'est l'action de développement économique. Tout à l'heure, j'étais à une réunion avec M. Malin sur justement ces questions de développement économique. Comme vous le savez, le PLU adopté, nous sommes en train de travailler sur le développement de nos zones. Et il y a une forte poussée, évidemment, puisque Compan est situé, comme Mitry-Mory, le Ménil-Amelot, à la frontière, je dirais, de l'aéroport, et donc de l'utilité du développement économique de proximité. Donc, nous étions, pas plus longtemps que tout à l'heure, à Roissy, pour discuter de ces développements qui sont aujourd'hui non seulement envisagés, mais qui vont venir très vite. Donc, la communauté exerce de plein droit les compétences suivantes. Développement économique, zone d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire. Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire. Promotion du tourisme, on comprend, c'est compliqué, dont la création d'offices de tourisme. Deuxièmement, en matière d'aménagement de l'espace communautaire. Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur. Alors, PLU, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale, création et réalisation des zones d'aménagement d'intérêt communautaire, organisation de la mobilité au sens du titre 3 du Code des transports sous réserve de l'article L3421-2 du même Code. En matière d'équilibre social de l'habitat, programme local de l'habitat, politique du logement d'intérêt communautaire, action et aide financière en faveur du logement social, d'intérêt communautaire, réserve foncière pour la mise en œuvre de la politique communautaire, d'équilibre social de l'habitat, action par des opérations d'intérêt communautaire en faveur du logement des personnes défavorisées, amélioration du parc d'un immobilier bâti d'intérêt communautaire. 4. En matière de politique de la ville, d'élaboration du diagnostic de territoire et définition des orientations du contrat ville, animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, développement local et d'insertion économique et locale, sociale, ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance, programme d'action définis dans le contrat de ville. En matière des gens du voyage, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil. Collecte des traitements de déchets ménagers et assimilés. À partir du 1er janvier 2018, c'est la loi,
gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l'article L211-7 du Code de l'environnement. 2. La communauté d'agglo exerce en lieu et place des communes les compétences optionnelles suivantes. Création, aménagement et entretien de voiries d'intérêt communautaire. Alors vous entendrez dans ces statuts souvent parler d'intérêt communautaire. L'intérêt communautaire sera décliné dans le cadre de la CLEC. D'accord? Aujourd'hui, là on adopte, c'est pas aujourd'hui qu'on adopte les statuts, nous on va donner un avis favorable. Mais les statuts ne seront adoptés qu'à l'issue des 42 communes et du vote communautaire. D'accord? Pour le PLU, j'ai indiqué que la délibération qu'on prendra le mois prochain interviendra évidemment pour les 42 communes avant le vote définitif du statut. Donc, création, aménagement et entretien d'intérêt communautaire, création, aménagement et gestion des parcs de stationnement d'intérêt communautaire. En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie, lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie. Construction, troisièmement, de l'aménagement, entretien et gestion des équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire. Action sociale, quatrièmement, d'intérêt communautaire. D'accord? Notre CCAS continue à fonctionner. C'est clair. Troisièmement, les compétences facultatives. Ce dont je parlais tout à l'heure. Assainissement collectif et non collectif. Ce qui est le cas aujourd'hui, notre station est gérée par la communauté Plénier y compris en matière de boue, issue du traitement des effluents de l'assainissement collectif et eau pluviale. La communauté d'agglo est compétente s'agissant des eaux pluviales et du ruissellement en zone d'assainissement collectif, hors zone d'assainissement individuel, à partir de la bouche de Lavallois, sur le territoire des communes, des 17 communes de Seine-et-Marne. D'accord? Jusqu'au 31 décembre 2019. D'accord? Alors pourquoi cette date? Parce qu'après, ça va devenir une compétence obligatoire. Donc tant que ce n'est pas une compétence obligatoire, nous le traitons pour les 17 communes en compétence facultative pour les communes qui le souhaitent. C'est notre cas. Pour l'eau potable, c'est la même chose. La communauté d'agglo est compétente en matière d'alimentation en eau potable, y compris la production, la distribution et l'entretien des réseaux d'alimentation en eau potable, y compris la recherche et la mise en place des périmètres de protection des captages sur le territoire des 17 communes Seine-et-Marne. Tout cela jusqu'au 31 décembre 2019. Troisièmement, petite enfance. Là encore, intégralité de la compétence petite enfance, crèche, relais assistance maternelle, halte garderie, sur le territoire des 17 communes. D'accord? Là, il n'y a pas de date jusqu'au 31 parce que la loi ne l'imposera pas en 2019. Coopération décentralisée, quatrièmement, soutien à des coopérations, à des opérations de coopération décentralisée cofinancées par les fonds publics de l'État, de l'Union européenne, des pays étrangers, territoires d'intervention, établissements publics français et étrangers. Cinquièmement, culture et patrimoine. Alors, c'est le reflet, ça, de ce qui était, ce que je vous ai dit tout à l'heure, entre Val-de-France et Roissy, Porte-de-France. Action de soutien à la lecture publique, les bibliothèques notamment, entre les bibliothèques municipales et associatives existantes implantées sur son territoire. Action culturelle ayant un fort rayonnement. Action de soutien de sauvegarde du patrimoine. Gestion et entretien du cinéma intercommunal de Lisieux à Fos. Sixièmement, concernant le sport. Organisation de manifestations sportives et de loisirs ayant un fort rayonnement.
Tout ça sera défini dans le cadre de la CLEC. Bourse d'aide aux sportifs de haut niveau. Critères, liste, montant fixé chaque année par délibération du conseil communautaire. Je rappelle que nous avons déjà, nous, financé des sportifs de haut niveau à aller concourir à l'étranger. Cela reviendra dans le cadre de la compétence communautaire. Je ne parle pas du soutien aux associations sportives du village. Natation scolaire, sur Anthony Spégal, dont on parlait tout à l'heure au conseil d'école. Transport des élèves dans les conditions définies par le conseil communautaire. Pour cette année, on l'a encore en jeu. Création, entretien et gestion de l'aire intercommunale de loisirs à caractère sportif de Roissy en France. C'est une aire qui est très large, intercommunale, et qui retient des conditions particulières qu'on ne retrouve pas ailleurs et qui était d'ordre communautaire et qu'on conserve. Sauf qu'elle sera davantage popularisée, notamment sur les communes sénémarnaises. Septièmement, informatique et télécommunications. Établir et exploiter des infrastructures et des réseaux de communication électronique situés sur le territoire intercommunal au sens des 3e et 15e alinéas de l'article L32 du Code des postes et des communications électroniques. Huitièmement, transport. Mise en place d'un service de transport à la demande sur le territoire intercommunal de rabattement des villages du territoire vers les gares dans les conditions définies par le conseil communautaire. Cette question sera examinée dans le cadre de la CLEC, mais pour nous, Patrice, elle peut revêtir un caractère important. Participation aux frais de transport scolaire. Et notez bien que là, il s'agit d'une question très importante. Participation aux frais de transport scolaire et étudiants selon des modalités qui seront définies par le conseil communautaire. D'entrée, cette phrase est importante puisqu'elle va nous permettre de travailler sur les conditions de prise en charge pour le moins soit du transport, soit d'une partie du transport, quand on sait qu'il a fallu se battre pour que le conseil départemental, le nouveau conseil départemental, ne supprime pas totalement l'aide au transport scolaire, cette question-là, évidemment, vaut. Action sociale, consultation juridique et sociale, selon les modalités définies par le conseil. Ça va nous intéresser pour le CCAS. Environnement, constitution de réserves foncières, ça aussi, ça va nous intéresser beaucoup, pour la préservation d'espaces naturels, ouverts, présentant un intérêt en termes de paysage, de biodiversité, de cadre de vie. Le projet environnemental, je vous le rappelle, en fait partie. Figurant au schéma régional de cohérence écologique, ça va être une bataille à mener, et dans les documents de la trame verte et bleue, je crois qu'il y a une réunion la semaine prochaine, dans le cadre de sa future élaboration. Déjà élaborée, donc on va essayer d'introduire la partie sénémarnaise, parce que ce qui a déjà été élaboré, c'est la partie du 95, et qui sont repris ultérieurement au schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglo, aménagement, gestion et entretien des 10 espaces naturels. C'est pour l'espace Seine-et-Marne. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous me le faites savoir. Participation à la gestion et à l'entretien de l'espace naturel régional de la forêt des Coins, de la forêt de Clessouilly et le bois du Moulin des Marais à Mitry-Mory, selon des modalités définies par le conseil communautaire. Mutualisation. Article 7, schéma de mutualisation des services. Il s'agit là des services de la communauté d'agglo. Elle établit un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre, accompagné d'un impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs et les dépenses de fonctionnement. Article 8, mode et domaine de mutualisation. Ces actions de mutualisation sont bien sûr non exhaustives et pourraient être complétées dans le cadre du schéma de mutualisation de services en matière d'informatique et de télécommunication, notamment pour la gestion des systèmes d'informatique nécessaires au fonctionnement des services des communes membres qui le souhaitent.
mise en commun des moyens matériels et humains nécessaires. Ça, il restera à toi de travailler et de dire ce qui est intéressant pour nous. En matière de sécurité, mise en commun des moyens humains et matériels, afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes, développement des dispositifs de vidéoprotection sur le territoire intercommunal. En matière sportive, mise à dispo à la demande des communes, des éducateurs sportifs pour des missions d'encadrement, de l'éducation physique et sportive des groupes scolaires et des centres de loisirs. Je pense que vous devrez tous, une fois qu'ils seront définitivement adoptés, garder sous le coude les statuts de la communauté d'agglo, pour ce qui vous concerne, chacun, précieusement, parce que nous serons à travailler dessus régulièrement. En matière de droit du sol, des sols, instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation des sols pour le compte des communes qui le souhaitent. Administration et fonctionnement de la communauté d'agglo. Donc, il s'agit là de la composition du conseil. Le conseil est institué d'après les règles fixées par l'article L 5206.1 du Code des collectivités et conformément à l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2015. Bon, les communes membres sont ainsi représentées. Vous pourrez lire le tableau si vous ne l'avez pas. Au total, il y a donc 105 délégués. Aucune commune n'a la majorité, qu'on soit clair. La plus grosse qui est Sarcelles, a 16 sièges. Et chaque commune possède au minimum un siège. C'est le cas de Compan. D'accord? C'est ce qui nous permet d'ailleurs d'être plutôt bien protégés dans le cadre des décisions collectives que nous prenons. La durée de fonctionnement des délégués, en cas de vacances parmi les délégués d'un conseil municipal, pour quelque cause que ce soit, il appartient au conseil de pourvoir à son remplacement. Pourvu c'est le maire, de toute façon s'il n'est plus là, il faudra voter, ou à moins que je démissionne et que je reste au conseil et que quelqu'un prenne ma place. Le fonctionnement du conseil communautaire. Pardon. Les conditions. Alors d'abord, le conseil communautaire établit son règlement intérieur, précisant notamment les conditions, on l'a adopté dernièrement, précisant les conditions de fonctionnement des commissions, du bureau, de la présidence et des différentes instances exécutives et délibératives de la communauté d'agglomération. La composition du bureau communautaire, c'est l'article 12, est fixée par délibération du conseil communautaire. Les règles relatives à l'élection du président, des vice-présidents ou des membres du bureau sont décrites dans le règlement intérieur de la communauté d'agglo. Les pouvoirs du président de la communauté d'agglo, comme pour le conseil municipal, il prépare, exécute les délibérations, il est coordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la communauté d'agglo. Il est le seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions au vice-président et aux conseillers membres du bureau. Il y en a quelques-uns. Il est le chef des services de la communauté, il la représente en justice. Conférence des maires. Ça, c'est quelque chose que nous avons imposé, c'est l'article 14. Il est créé une conférence des maires de communes, membres de la communauté d'agglo, dont l'objectif est d'échanger sur des sujets appelant à une interface communauté d'agglo, commune membre, ou encore sur des dossiers communautaires appelant à un arbitrage particulier. En fait, cette instance est réunie dès lors qu'il semble qu'il y ait des différences d'appréciation fortes qui ne seront pas de nature à être dépassées dans un conseil communautaire. Il nous appartient alors de se réunir en conférence de maires et de réfléchir ensemble aux moyens que nous avons de dépasser certains blocages. C'est l'objectif de cette conférence des maires. Elle se réunit à titre consultatif sur convocation du président de la communauté d'agglomération, évidemment aussi dans le cadre des demandes des conseillers communautaires et notamment des maires. Régime financier.
Le régime fiscal de la communauté Roissy est un régime fiscal, de fiscalité professionnelle unique. On appelle la FPI. La communauté d'agglo perçoit l'ensemble des taxes issues des entreprises ainsi que des produits additionnels sur les taxes dites ménages, TH, TFB, TFNB, bâti, non bâti. Les communes adhérentes bénéficient de la compensation de ressources en matière de fiscalité par un renversement de la communauté à chaque commune. C'est un jeu de transfert, tel qu'en caisse et qu'ignorance, mensuellement. Article 16, ressources. Les ressources de la communauté sont énumérées à l'article L. 5216.8 du Code des collectivités. Article 17, comptable public. Les fonctions de trésorier de la communauté d'agglo sont exercées par le trésorier désigné par l'État. Article 18, évaluation du transfert de charges. Il est créé une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges entre les communes membres de la communauté d'agglomération, 1609-2007 du Code général, la CLET. Donc ça va être le travail qui pourra commencer en 2017. La composition de la CLET est fixée par délibération du Conseil communautaire. La Commission rend ses conclusions l'année de la création de la communauté d'agglo et lors de chaque transfert de charges ultérieur. L'évaluation du montant des charges nettes transférées est déterminée à la date de leur transfert par délibération concordante de la majorité qualifiée des conseils municipaux définis au Code général des collectivités territoriales. Autre disposition, article 19, modification statutaire. Des modifications statutaires pourront être apportées au présent statut dans les conditions prévues aux articles L5217 et 20 du Code des collectivités. Article 20, dissolution. Je ne sais pas qu'on ne va pas le dissoudre, c'est aussi compliqué. Mais enfin, en France, tout est possible. La communauté d'agglo pourra être dissoute dans les conditions prévues à l'article L 5216-9 du Code des collectivités territoriales. Je reprends maintenant, si vous voulez dire, la délibération qui vous est proposée. Vous l'avez dit, ce soir, c'est pas simple, on a pas mal de choses à voir et c'est important. Là, donc, je reprends. Vu le Code des collectivités territoriales, et notamment son article 5211.5, vu la loi 2014-58 du 27 janvier 2014, modifiée de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles, dite loi MAPTAM, vu la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, vu l'arrêté interpréfectoral A15-579 SRCT du 9 novembre 2015, portant fusion des communautés d'agglo Roissy Pays de France, Fort-de-France, et Val-de-France, et extension de périmètre à 17 communes de la communauté de communes Plaine et Mont-de-France au 1er janvier 2016. Vu la délibération de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, numéro 16 13 1 du 13 octobre 2016, portant adoption des statuts de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France. Sur proposition de Monsieur le maire, et après en avoir délibéré, vous propose donc d'adopter les statuts de la communauté d'agglo tels que les points joints en annexe que je viens de vous lire précédemment et m'autoriser à signer tous les documents afférents évidemment à ce dossier. Vous avez compris que ce vote est important et que bien évidemment il ouvre les portes au travail important que nous sommes en train de mener les uns et les autres, parce que je rappelle que vous êtes tous membres de commission, bien évidemment, s'élabore en ce moment même les compétences déléguées et l'enjeu économique de la future quête. Voilà. Y a-t-il, après cette lourde présentation, des avis, des demandes, des questionnements? Voilà, je suis prêt à y répondre si vous le souhaitez toute la nuit. C'est pas vrai. Tu m'as tout à fait.
quitte, allez, je vous connais. Non, c'est 3 jours qu'on va faire dessus. Y a-t-il des avis contraires alors? Des abstentions? Donc je peux considérer que la commune de Campan adopte la proposition de statut qui lui est faite par la communauté de Taglo. Je vous remercie. Point numéro 5. Il s'agit de la modification du tableau des effectifs. Non, c'est pas ça? Et ben voilà, c'est pas ça. Point numéro 4. Il s'agit donc là d'attribuer une subvention exceptionnelle dans le cadre des... vous savez qu'on le fait régulièrement. Chaque fois qu'il est de nature, un événement d'importance à travers le monde international, pas qu'en Europe, nous avons ces moyens à consacrer pour ce genre de problématique majeure. Donc il vous est proposé, cette fois-ci, d'attribuer une subvention exceptionnelle à destination, notamment, si mes souvenirs sont bons, de la Croix-Rouge, dans le cadre du soutien à apporter, dans le cadre du problème qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, à Haïti, je vous rappelle. Je rappelle donc l'ouragan Matthew, l'un des plus violents qu'aient connu les Caraïbes depuis plus d'une décennie, s'est abattu le 4 octobre dernier sur Haïti, faisant plusieurs centaines de morts et des dégâts considérables au niveau des habitations et des infrastructures. Il semble que la terre bouge beaucoup ces temps-ci. Les régions du sud et du sud-ouest ont été les plus impactées par l'ouragan Matthew. Près de 80% des habitations auraient été détruites, ainsi que la majorité des récoltes. La partie nord de la presqu'île a quant à elle été dévastée davantage par les pluies que par la violence des vents. Pour aider les enfants et les familles victimes de l'ouragan Matthew, il est demandé au Conseil d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 3 000 € à la Croix-Rouge française. Vu le code des collectivités, vu l'ouragan Matthew à Haïti, vu l'appel aux dons lancé par la Croix-Rouge, afin d'apporter une assistance humanitaire aux enfants et leurs familles, vu le risque de maladies graves pour la population en place, développement de maladies, de transmission de maladies infectieuses comme le choléra et d'autres, considérant qu'il est nécessaire de venir en aide aux personnes les plus démunies sur cet ouragan qui a frappé Haïti, il vous est donc proposé de délibérer et d'attribuer une subvention d'un montant de 3 000 € à la Croix-Rouge, de m'autoriser à signer les documents nécessaires à cet effet, et bien évidemment, dit que les crédits nécessaires prévus à cet effet sur le budget primitif de 2016, alors évidemment prévus à cet effet, mais pas pour Haïti, c'est malheureux que ce soit eux qui en auront la perception, à l'article 6574 de la section de fonctionnement sont bien inscrits, et donc me charger de pouvoir signer l'exécution de la présente délibération. Tout à l'heure, je parlais de tremblement de terre, vous avez bien compris, j'ai parlé notamment pour ce qui en est en Italie, mais qu'il ne saurait pour moi mettre de côté le fait que les problèmes que rencontre notre belle planète, que ce soit les tremblements de terre, les ouragans qui se répètent de plus en plus, et l'ensemble des problématiques climatiques à répétition, touchent bien évidemment de plus en plus tout le monde et sont malheureusement en lien avec la dégradation que l'on peut connaître à travers notre Terre qui est allumée chaque jour, et c'est pour ça que nous attendons tous beaucoup, je le pense, des interventions des États, et notamment des responsables des États, pour que des initiatives fortes soient prises, et pas simplement celle de la COP21, pour qu'on inverse le processus en cours et qui touche évidemment tout le monde. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité, merci pour eux. Le point numéro 5 porte sur le tableau des effectifs, cette fois-ci j'y suis. Il s'agit là, en l'occurrence, si mes souvenirs sont bons,
de créer un poste, un nouveau poste, pour pouvoir accueillir fin décembre notre nouvelle responsable de la police municipale qui, dans le cadre de ses compétences et de son expérience et son ancienneté acquise, a un grade au-dessus du policier municipal qui est parti dernièrement. Donc elle ne pourra pas venir sur le poste de M. Marran. On est obligé donc de créer le poste qui est au-dessus pour pouvoir accueillir cet agent et pouvoir le rémunérer normalement. Voilà. Donc la proposition, alors on ne crée pas un emploi à travers ce poste, vous avez bien compris, on accueille quelqu'un qui a un grade au-dessus de l'autre. Donc j'expose que dans le cadre du prochain recrutement au service de police municipale, il est nécessaire de créer un poste de chef de police municipale. Vu la loi du 13 juillet 83 modifiée, quant à obligation et obligation des fonctionnaires, vu la loi 84-53 du 26 janvier 84 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, vu le décret 87-1107 du 30 décembre 87 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, vu le décret 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut partie tribué du cadre d'emploi de la police municipale, vu le tableau des effectifs de la commune, le Conseil, après en avoir délibéré, si vous en êtes d'accord, décide la modification du tableau des effectifs de la fonction suivante à compter du 1er novembre 2016, création d'un poste de chef de police municipale, dit que les crédits évidemment nécessaires sont inscrits au budget primitif 2016 et charge le maire de l'exécution de la présente délibération. Vous avez le tableau qui vous a été remis. C'est pas bien. C'est pas permis, je t'en c'est pas grave, c'était une petite coquille à l'intérieur. D'accord, bon, il y a une coquille à l'intérieur, mais qui n'est pas conséquente, donc elle sera rectifiée. Si vous avez besoin de temps, on vous le transmettra. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Nous accueillerons cette personne, qui, je vous le signale donc, est une femme, on va changer un peu, qui sera donc chargée, oui, ça va changer de M. Marran, et qui sera donc chargée de cette responsabilité. Il semble qu'elle soit plutôt performante, puisqu'on n'a pas voulu me la laisser partir avant 3 mois. C'est un signe, en général. Et bien évidemment, on maîtrise parfaitement l'ensemble des logiciels sur lesquels nous travaillons. Je vous rappelle que la police municipale à Compans ne fait pas simplement des visites de rue, ce qui est important, qu'on soit clair, mais qu'elle a aussi un certain nombre de compétences ici, notamment les cimetières, puisqu'on est dans un travail important de remisage de l'ensemble de nos cimetières, et qu'en même temps, elle est responsable de tout un tas. J'ai suivi des travaux, notamment en matière d'urbanisme, sur les questions touchant à la sécurité, etc. Et en même temps, sur tout un tas d'autres questions, on pourrait vous repréciser si on a eu besoin. Voilà. Mais on a besoin vite de la recevoir parce que Julien sent mieux. Voilà. Donc j'ai fait voter. C'est adopté. Donc nous passons au point numéro 5. Il me reste combien de temps, Jean-Pierre? 6. Un quart d'heure. Bon. Pour ça. Ah, c'est bien. Si M. Manin va vite, si vous votez assez vite, et si toi derrière, tu es rapide, on tiendra. Sinon, on fait une suspension de séance. Donc, je vous propose de passer au point numéro 6. Vous voulez lire? Oh. Décidément, je les passe par deux. Point numéro 6. Bon d'achat du personnel communal. Bon là, vous n'êtes pas obligé de faire plaisir au personnel. Vous n'êtes pas d'accord, vous êtes contre. Elles sont là, elles vont répéter. Bon, en attendant, il s'agit donc, comme chaque année, de valider, dans le point 2016-89, la remise et le montant des bons d'achat du personnel communal pour Noël.
Donc, monsieur le maire expose que chaque année, un bon d'achat est offert pour les fêtes de Noël aux agents en poste depuis plus de 6 mois au sein de la commune. Cette année, il est proposé d'offrir aux agents un bon d'achat d'une valeur de 150 euros. Il était de 140 euros l'année dernière et de 130 euros il y a 2 ans. J'ai proposé de le figer pour 2 ans dans cette délibération, de manière à... je ne suis pas sûr qu'on soit obligé de le reprendre l'année prochaine, si on le fiche pour 2 ans. Ce qui fait que ce que je vous propose, c'est de le revoir tous les 2 ans. Ça nous évitera de refaire ça chaque année. Et de revoir le montant tous les 2 ans. Là, nous venons de le revoir, l'augmentation de chaque fois, chaque année. Je vous propose de marquer un point d'arrêt sur 2 ans et de le revoir dans 2 ans en fonction du montant qu'on attribue. Vu le Code général des collectivités territoriales, évidemment, qui nous autorise à attribuer ce bon d'achat, considérons que chaque année, le maire et son conseil offrent un bon d'achat à chaque agent municipal en poste depuis plus de 6 mois. J'insiste sur cette question. Il faut travailler depuis plus de 6 mois dans la commune pour pouvoir en bénéficier. En position statutaire d'activité. Alors, en position statutaire d'activité, je rappelle qu'un agent malade, en congé maladie, est en position statutaire d'activité. Que donc, bien évidemment, il a le droit au... Parce que la question a été soulevée. Donc je voudrais quand même que les choses soient claires. Un agent a le droit d'être malade. Lorsqu'il est malade, il n'aura pas ce bon d'achat. Par contre, pour quelqu'un qui travaille au sein de notre administration, pour en bénéficier, il doit travailler au moins 6 mois. Ça me paraît naturel. Après en avoir délibéré, approuve le montant de 150 euros par agent du bon d'achat. Dit que les bons d'achat, évidemment, seront offerts aux agents en poste depuis plus de 6 mois et en position statutaire d'activité à la date de l'événement. Dit que le montant du bon d'achat sera revu tous les 2 ans et m'autoriser, bien évidemment, à signer les documents relatifs à ce dossier et me charger de l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des avis contraires, des questions? Voilà. Donc, il n'y a pas d'abstention. Donc, je peux considérer que c'est adopté à l'unanimité. Merci pour les personnels. Question numéro 7. Je vais sortir pour la question numéro 7, ainsi que pour la question numéro 8, qui me trouve évidemment impliqué, ainsi que la DGS, Madame Militaire, afin que vous puissiez délibérer sur cette question et donner lecture à Monsieur le Premier ministre de France, M. Malin, afin de pouvoir nous permettre de délibérer sans nous. Je ne rentrerai pas à la question numéro 8. Donc vous, première question 1, votez, et vous passez à la 2, vous votez, vous me rappelez avec Christine à la question numéro 1. Merci. Et si vous le voulez bien, je vais en profiter pour travailler. Au terme de l'article L. 2123-4 du Code général des collectivités territoriales, la commune est tenue d'accorder sa protection au maire lorsque celui-ci fait l'objet d'une poursuite pénale à l'occasion de faits qui n'ont pas de caractère de faux détachable de l'exercice de ses fonctions. En l'espèce, un agent de la commune a saisi le tribunal administratif de Melun d'une requête en harcèlement moral dirigée contre la commune et contre sa hiérarchie. Une plainte adressée au procureur de la République de Melun était jointe à la requête. Cette plainte évoque des faits de harcèlement moral et des propos diffamants qui auraient été commis par le maire et par la directrice générale des services.
Un cabinet d'avocats a alors été saisi pour envisager les suites à donner à cette plainte. Dans ce contexte, la commune a été informée que le ministère public avait confié le traitement de la plainte de l'agent à la gendarmerie de Dammartin-Angolais. Par courrier, en date du 27 octobre 2016, M. le maire a donc sollicité la protection fonctionnelle de la commune. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur l'octroi de la protection fonctionnelle à M. le maire. Qui est d'accord? Il est d'accord. Qui est d'accord? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Sur les logiques de Oui, oui. Deuxième point. Au terme de l'article 11 de la loi numéro 83-634 du 13 juillet 83 portant droit et obligations des fonctionnaires, tout fonctionnaire bénéficie d'une protection organisée par les collectivités publiques qui l'emploient à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. En l'espèce, un agent de la commune a saisi le tribunal administratif de Melun d'une requête en harcèlement moral dirigée contre la commune et contre sa hiérarchie. Une plainte a été adressée au procureur de la République, était jointe à la requête. Cette plainte évoque des faits de harcèlement et des propos diffamants qui auraient été commis par le maire et par la directrice générale des services. Un cabinet d'avocats a alors été saisi pour envisager les suites à donner à cette plainte. Dans ce contexte, la commune a été informée que le ministère public avait confié le traitement de la plainte de l'agent à la gendarmerie de Dammartin-Angolais. Par courrier, en date du 25 octobre 2016, Madame la directrice générale des services a donc sollicité la protection fonctionnelle de la commune. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur l'octroi de la protection fonctionnelle à Madame la directrice générale des services. Qui est d'accord? Les abstiens? Qui votent contre? Merci. Donc, point numéro 9, je vous propose je dirais diminuer la dépense engagée pour le festival au regard de 2015. Je vous rappelle qu'en 2015, pour la venue de Lenormand, qui était le tampon, je dirais, des 3 jours, entre les cachets des artistes et la sono, l'éclairage, le backline, l'ensemble de la société qui assure le festival pour nous en avions pour 69 588 TTC en 2015. En 2016, donc pour des raisons juste de sécurité budgétaire, j'avais demandé qu'on soit plus prudent et qu'on fasse attention d'ailleurs qu'on n'ait pas forcément un premier tête d'affiche aussi importante et donc d'assurer une dépense un peu moins importante.
Et nous avions donc dépensé sur l'ensemble du festival, même cadre, 40 606 euros TTC. Donc aujourd'hui, conforté par la situation par rapport à la communauté d'Agglo, puisqu'on n'est plus dans cette imprécision, on sait maintenant, on sait combien l'État nous pique, on a compris, le journal qui sera distribué demain précise tout ça, y compris pour que les compagnies mesurent combien on a subtilisé depuis 3-4 ans à la commune, qui aurait pu servir à la réalisation de gymnase ou d'autres choses. On a aujourd'hui une situation qui nous permet d'assurer le festival dans de bonnes conditions. J'ai toujours dit, tant qu'il est possible d'assurer le festival, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Le jour où nous aurons des problématiques majeures, c'est certainement un des postes essentiels du premier sur lequel nous agirons. L'objectif, je rappelle, majeur que nous avons depuis que nous sommes élus, avec ceux qui ont été élus en 2014 et ceux qui ont été élus en 2008, notre volonté de baisser la fiscalité locale. Nous sommes parvenus à ce que nous recherchions. Ce sera difficile d'aller plus loin maintenant, je vous le dis très franchement. Je ne vois pas où on peut faire, puisque déjà la TH est à 0 au niveau de la commune. Dans la DC, c'est plus possible. En ce qui concerne la taxe foncière, soyons prudents. Donc aujourd'hui, il vous est proposé d'accueillir Natacha Saint-Pierre comme la tête, je dirais, de pôle sur le festival de l'année prochaine. Le total, je l'ai calculé, ça revient à 54 596 TTC. Et en plus, nous aurons plus de monde que l'année dernière, puisqu'y compris, on a intégré Gypsy King. Non, chez Gypsy d'abord. Gypsy Fusion. Donc nous avons plus de monde qui va se produire. Bon, c'est important. Et la technique, le besoin de technique posé par les artistes est plus importante que l'année dernière. Évidemment, plus vous montez en créneau, plus ils veulent de choses. Voilà. Je vous rappelle que la salle Colombe, pour réaliser ce festival, est entièrement déshabillée, que nous n'utilisons jamais la sonorisation et l'éclairage de la salle, que nous sommes dans un éclairage et une sonorisation de type de concert parisien. Donc évidemment, c'est un coût, c'est pas gratuit, c'est un choix. Là encore, je vais préciser, si demain on doit faire d'autres choix, il sera très facile de faire d'autres choix, je n'ai pas de moi d'étalable dans ce domaine. Donc la proposition, c'est de poursuivre le festival de Compan et donc d'adopter ce qui vous a été proposé par Jean-Pierre après lecture. Voilà. Y a-t-il des avis contraires? Les abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Il s'agit maintenant, Jean-Pierre, de préciser la vente des billets pour qu'on puisse ouvrir la régie sans tarder. Le point 2016-92. Validation de la programmation du Festival de Compan et des prix des entrées. M. Bernet Jean-Pierre, adjoint en charge des festivités, expose que la commission faite aux cérémonies a validé la programmation du Festival de musique de Compan 2017. Il se déroulera cette année, les 10 et 11 mars 2017. Il est donc nécessaire de fixer les tarifs qui seront pratiqués en billetterie et d'effectuer la programmation des différentes manifestations. Programme: le vendredi 10 mars 2017, 19h30, ouverture des portes. 20h, spectacle de Pierre-Yves Noël. 21h30, concert du groupe Gypsy Fusion. Samedi 11 mars 2017, 19h30, ouverture des portes. 20h, concert de Pierre Léonore. 21h30, concert de Natacha Saint-Pierre. La tarification et la billetterie du festival comme suit. Vendredi 10 mars 2017. Tarif soirée
gratuit pour les enfants de Pompan Non. sur... Non, Non, il n'y a pas marqué les enfants. Excusez-moi. Gratuit pour les compagnies sur réservation. Extérieur, 15 €. Samedi 11 mars 2017. Tarif 20 € pour les adultes, 10 € pour les enfants de moins de 16 ans accompagnés d'un adulte. Je savais bien qu'il y avait des enfants quelque part. Le conseil municipal, vu le code général des collectivités territoriales, vu la programmation du festival de musique de l'année 2017, considérant que la vente de la billetterie s'effectuera à la mairie de Pompan et sur le réseau France Billets. Point. C'est bon. Considérant que les billets seront offerts dans le cadre de la communication de la commune. Après en avoir délibéré, approuve la programmation ci-dessous du festival de musique 2017. Approuve la tarification subventionnée de la billetterie. Autorise M. le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Dit que la recette correspondante sera encaissée à l'article 67, chapitre 70 en section de recettes de l'investissement de l'exercice. Le fonctionnement. Le Comment fonctionnement. Alors, mea culpa, de fonctionnement de l'exercice 2017. Charge à Monsieur le maire de l'exécution de la présente délibération. Monsieur le maire, je vous repasse la parole. Merci, c'est très gentil. Merci. Les avis contraires. Les abstentions. C'est adopté à l'unanimité. Il ne nous restera plus qu'à vendre les billets le plus tôt possible, parce que maintenant qu'on a voté ça, on va pouvoir, avec Sophie, travailler sur la publicité du spectacle et utiliser la publicité pour pouvoir réaliser la billetterie, notamment. Voilà. Et donc voilà pour ce que je devais dire, il n'y a pas de décision. En ce qui concerne, bon pour ce soir, évidemment, les points sont terminés, ils sont clos. Je voudrais simplement vous donner quelques précisions. La première, concernant l'éclairage des illuminations de Noël. Vous avez tous vu qu'elles commencent à être... elles sont positionnées pour certains. Hein, tout n'est pas terminé, Jean-Pierre. On en est au début. Voilà. Il y a une programmation pour un prix qui est proposé de 12 666 €. C'est une programmation que l'on gardera éternellement, évidemment. L'ensemble, y compris des 2 moulins, s'enclenchera, Eric, les 2 moulins s'enclencheront dans l'éclairage, en même temps, en outre, coupure de minuit à 5 h du matin. C'est ça? Ah, voilà. Technique, parce que là, je ne comprends pas ce que tu as. Donc, on a investi sur une programmation complète de l'éclairage festif de Noël, d'un montant de 12 000 et quelques euros, pour faire l'enclenchement et le désenclenchement de ces motifs. Donc, comme la loi nous impose à minuit, ils se couperont jusqu'à 5 h du matin. Ça s'enclenchera en automatique à partir de 5 h du matin, donc jusqu'à l'heure normale de coupure. Sauf exception faite le jour de Noël, tout restera enclenché en permanence, et le soir du réveillon, du jour de l'an, c'est pas. D'accord. Voilà. Okay. Dans le cadre des économies d'énergie. Et donc, y compris les 2 moulins. Ça veut dire que tout sera contrôlé. À la même heure, ça va. Y compris au moulin, ça s'éteindra à minuit, ça remontera à 5 h. Et ça tombera ensuite au moment du paiement. D'accord, bah c'est très bien. Alors, tu m'as dit aussi que tout a été posé ou ils sont... Non, samedi, la société Copili Inéo, notre prestataire d'éclairage public et de festivités, va intervenir pour continuer la pose du matériel. Donc il y a les rues du
Coq, la rue du Héron, la rue du Renard, la Centre Saint-Lambert, le parking de la mairie, le parking Coluche, qui vont être plus ou moins occupés par les camions, mais qui ne vont pas gêner à la circulation. La rue du Renard aussi. La rue Carré aussi. La rue Carré est faite. D'accord. Non, non. Ok. Tout ce qui concerne sur le village a été posé de façon à ne pas perturber. Et derrière ici aussi. Voilà. Ok. Donc, ce qui va être fait de samedi, c'est l'arrière de la mairie et la façade et les rues. Très bien. Voilà. Je te remercie Jean-Pierre de ces précisions, c'est important pour les élus, pour le conseil, pour le public. En même temps, je voudrais aussi vous interpeller sur, vous rappeler, pour ceux qui ne l'auraient déjà fait, qu'on vous a tous demain soir à 20h30, à 20h, même avant, 19h30, hein, pour accueillir le nombreux public qui vient participer à la soirée orchestrale. Je vous rappelle qu'il y a 60 musiciens et qu'il y aura en introduction une quarantaine de choristes. Et donc ça va vraiment être une très grande orchestration. Et les enfants de l'école sont invités l'après-midi. Ils vont pouvoir s'initier aux instruments classiques et participer et assister à quelques airs rapides pour les enfants. Et dimanche après-midi, je vous rappelle, donc, il y a la pièce de théâtre avec Francis Huster et je ne sais plus comment il s'appelle, qui vont nous narrer un peu, au piano, oui, qui vont nous narrer de Beethoven à Molière. Je pense que c'est une pièce intéressante au niveau culturel, qui pourra apporter beaucoup à beaucoup de monde. Je voudrais en même temps vous rappeler qu'on est à l'approche du 11 novembre, qu'il y aura la commémoration le 11 novembre ici, que vous êtes tous invités à venir vers 10h30. Je rappelle que des enfants de l'école sont présents et qu'ils ont été préparés pour un nouveau chant de la Marseillaise, y compris avec des couplets supplémentaires par rapport à l'an dernier. Donc j'espère que vous aurez appris chacun de vos côtés les couplets, qu'on n'ait pas l'air idiot. Pour finir, je dirais simplement qu'à partir de la fin de la semaine prochaine, après le 11 novembre, donc j'appelle les adjoints notamment d'être présents le week-end du 11 novembre, puisque je pars le 12 novembre au matin. Je participe à une délégation qui se rend en Palestine dans le cadre d'échanges sur les questions posées d'occupation et de problèmes de vie existentiels des Palestiniens. Et qu'en même temps, bien évidemment, de cet échange, je vous ramènerai un certain nombre d'éléments. Je prévois de faire une petite conférence débat avec les gens qui souhaiteront participer et présenter un certain nombre de choses que je vais rapporter de là-bas pour pouvoir expliquer un peu les conditions de vie des gens. Nous aurons aussi un échange à la Knesset avec des députés israéliens dans le cadre donc, de la bataille qui est menée pour que ces deux peuples puissent vivre ensemble et coexister pacifiquement. Voilà. Ah oui, les frais sont à ma charge. Je rassure tout le monde. Ne cherchez pas, c'est payé par mois. Voilà ce que je pouvais dire. Je pense avoir rien oublié, bien. Voilà, je vous souhaite bon courage parce que nous avons beaucoup de travail en ce moment et je vous demande d'être évidemment assidus à vos dossiers parce que malgré, depuis la reprise de septembre, nous n'arrêtons pas. Le développement économique, je l'ai dit tout à l'heure, est en cours. Des projets sur Pont, je vous préciserai dans la prochaine période une réunion qui abordera tous les projets du PLU. Simplement pour vous dire que les projets avancent
et que très prochainement, nous serons amenés à prendre des décisions. Voilà. C'est bon, monsieur. Je lève la séance. Je propose d'aller manger comme nous l'avons déjà fait.